Bienvenue à tous, où que vous soyez sur la planète. Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 17h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mercredi 6 décembre. À la une de cette édition, près de 2 mois de guerre à Gaza. Aujourd'hui encore, l'armée israélienne pilonne le sud de la bande de Gaza. Les habitants tentent de s'abriter des bombardements et des combats. Combats parmi les plus intenses en 2 mois de guerre contre le Hamas. Dans ce journal, nous serons aussi au Venezuela, où les autorités veulent annexer, intégrer une partie du Guyana, pays voisin du Venezuela. Par ailleurs, l'année 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée, nous dira Simon Rosé. Et puis enfin, nous parlerons de cinéma à la fin du journal avec Bâtiment 5, le dernier film de Lajli. À Gaza, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Le ministère de la Santé du Hamas fait état de 16 248 morts depuis le 7 octobre dernier, victimes notamment des bombardements israéliens. L'armée israélienne intensifie, augmente son offensive, notamment dans le sud de l'enclave palestinienne. Des frappes aériennes, mais aussi des incursions terrestres, des militaires sont au sol. La ville de Khan Younes et sa population sont prises en étau. Rafah, par ailleurs, surnommé le cul-de-sac de Gaza, étouffe. La ville n'a pas les capacités d'accueillir autant de déplacés. L'armée a distribué des prospectus et découpé la carte de la bande de Gaza en 2400 petites zones à évacuer. Des zones incompréhensibles, dénoncent les hommes et les femmes qui vivent ou survivent sur place. Depuis Ramallah, Alice Froussard, notre correspondante, a recueilli le témoignage de Khaled, un déplacé de Rafah. Quand il fait nuit, Khaled voit les lumières rouges avant les bombardements, puis entend ce bruit sourd des explosions sur Khan Younes. Et le son, c'est horrible. Imaginons que je suis à 7 ou 8 km de Khan Younes et le bruit, c'est comme ça chez moi maintenant. Comment ça se passe là-bas, comment les gens réagissent, comment les gens vivent le moment. Je n'ose pas imaginer leur état, ajoute cet habitant à Rafah. Les routes sont pulvérisées, les déplacements pénibles, mais chaque jour, des centaines de déplacés s'entassent dans cette ville, tout au sud, à la demande de l'armée israélienne. Une ville, elle aussi bombardée. Alors Khaled, comme tous ces civils, se pose sans cesse cette même question. Mais ils sont où les endroits sûrs? Aucune personne ne peut savoir. À Rafah, c'est une zone sécurisée pour eux, mais non. Ils bombardent. À Morassi, c'est une zone sécurisée, mais ils bombardent là-bas. Ils disent aussi dans leur message d'y aller dans les zones où il y a des aides humanitaires. Désolé, mais je suis à Rafah, il n'y a pas des aides humanitaires. Là, ma décision de ne plus bouger de ma place. Khalas, il n'y a plus de place. Il y a soit d'y aller au paradis, soit d'y aller au Sinaï. Nous en sommes là, dit-il, préférer la mort ou l'exil plutôt que vivre ce cauchemar éveillé. Alice Froussard, Ramallah, RFI. Et cette guerre au Proche-Orient sera sûrement l'un des sujets évoqués aujourd'hui par Vladimir Poutine. Le président russe est en tournée dans la région. Premier arrêt, Émirats Arabes Unis. Le président russe est arrivé à la mi-journée. Il a aussi prévu de parler pétrole. Courte visite qui mènera Vladimir Poutine également en Arabie Saoudite. RFI à Paris, 17h04. À la suite de ce journal nous amène en Amérique du Sud, où il y a de vives tensions entre le Guyana et le Venezuela. Enjeu de ces tensions entre ces deux pays, l'Essequibo, territoire convoité, courtisé, car riche en pétrole et en gaz, l'Essequibo se trouve sous administration du Guyana. Dimanche dernier, dans un référendum, une consultation populaire, les Vénézuéliens se sont dit favorables à l'intégration de l'Essequibo à leur pays. Le président vénézuélien hier, Nicolás Maduro, remet une couche avec de nouvelles mesures concernant cette région, je le rappelle, appartenant au Guyana, ce qui a mis en colère le président du Guyana. Le récit à Caracas pour RFI d'Alice Campagnol.
Après l'organisation du référendum de dimanche, où malgré les chiffres officiels de 10 millions de votants, la participation a paru très faible, les bureaux de vote étaient vides, le président Nicolás Maduro a fait des annonces choc hier pour respecter, dit-il, la volonté du peuple et la victoire du oui à l'intégration d'une nouvelle région au pays, la Guyana Esequiba. Activar de inmediato. Nous allons démarrer immédiatement un débat à l'Assemblée nationale afin d'y voter une loi pour faire naître la région Guyana Esequiba. Nicolás Maduro a également annoncé la création d'une commission pour la défense de la région. Il a nommé une autorité militaire à la tête du territoire disputé. Et enfin, il a évoqué la question la plus sensible, le pétrole. De manera inmediata procedan. Nous allons dès maintenant créer une division guyanaise de l'entreprise pétrolière publique PDVSA et nous allons distribuer des concessions pour l'exploration et l'exploitation pétrolière immédiatement. En réaction à ces annonces, le président du Guyana a évoqué une menace directe et imminente pour l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique de son pays. Il a ajouté que ses forces armées étaient en alerte totale. Alice Campagnol, Caracas, RFI. La Terre a chaud, la planète suffoque. Les habitants de la planète Terre en subissent les conséquences et les derniers relevés de température confirment la tendance. Simon Rosé, l'année n'est pas encore terminée, mais nous savons déjà que 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée. Oui, juin, juillet, août, septembre, octobre et désormais, Adrien, novembre, 6 mois consécutifs à battre des records de chaleur. Les 30 jours écoulés dépassent d'1,75 degré la température d'un mois de novembre moyen. Un record qui permet déjà d'affirmer que 2023 va battre celui de 2016, jusqu'alors l'année la plus chaude. En cause, un double phénomène, celui de fond. Les émissions humaines de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter et d'augmenter le réchauffement climatique. Et à cette tendance s'ajoute un événement météorologique ponctuel, El Niño. Comme en 2016, ce phénomène localisé dans le Pacifique a refait son apparition cette année avec un effet globalement réchauffant. Conséquence, Simon, nous nous approchons de la limite d'1,5 degré de réchauffement fixé par l'accord de Paris. Oui, Adrien, nous en sommes à plus 1,46 sur les 11 derniers mois. El Niño n'ayant pas encore atteint son apogée, son maximum, le cap pourrait être franchi dès 2024. Il ne faut cependant pas dire adieu à l'objectif de plus 1,5 degré. Il faudrait le dépasser plusieurs années de suite pour cela. Il est encore temps d'inverser la tendance, mais c'est évident, la partie est bien mal engagée. Merci Simon. Simon Rosé dans votre journal En France c'est facile. En France, la suite de l'enquête de l'attaque mortelle au couteau samedi soir à Paris. Le franco-iranien auteur de l'attaque doit être présenté dans la journée devant un juge antiterroriste en vue d'une mise en examen, d'être poursuivi en justice. Et puis parlons de cinéma à présent avec la sortie du nouveau film de Lajli, le réalisateur des Misérables, César du meilleur film il y a 4 ans. Il revient à l'affiche avec un nouveau film, Bâtiment 5. C'est là que vit Abby, une jeune femme déterminée, très impliquée dans la vie de sa commune. Elisabeth Lequéré. Ça fait des années que la mairie va expulser ces gens. Je ne dois pas virer des gens le jour de Noël. Tout un quartier menacé d'expulsion par un pseudo-plan de rénovation urbaine, une jeune femme courageuse qui décide d'affronter le maire de sa ville. Dans Bâtiment 5, Lajli relaie le sentiment actuel de défiance envers les institutions en l'inscrivant dans une banlieue populaire de Paris. On parle de quoi exactement? De problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. Après avoir dénoncé les violences policières dans Les Misérables, le cinéaste exprime ici sa colère contre les politiques urbaines absurdes et les édiles corrompus. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. Ça va faire plus de 40 ans qu'on habite là et on se rend compte que les choses n'évoluent pas plus que ça. Et on a l'impression que les choses sont de pire en pire. Donc à un moment donné, si on veut vraiment changer les choses, il va falloir une vraie volonté politique pour que les choses changent sérieusement.
La volonté politique, c'est aussi celle de Habi qui va se lancer à corps perdu dans la campagne municipale. À travers elle, Lajli rêve d'une nouvelle génération, des jeunes déterminés qui n'hésitent pas à affronter cette vieille classe politique qui, selon eux, ne comprend plus rien à leur monde. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de nous écouter. Vous êtes toujours plus nombreuses et plus nombreux à télécharger le journal en français facile.